Bonjour, nous allons dans cette vidéo discuter de l'histoire de la protection sociale et de son avenir en France. Cette histoire, elle remonte à loin, puisqu'il faut aller au-delà de la Révolution française, hein, avant la Révolution française, où il y avait déjà des prémices de protection sociale. Il y avait l'existence du principe de sécurité sociale était déjà présent, mais cette protection était confiée à la charité, à la solidarité familiale. Avoir beaucoup d'enfants était la meilleure garantie pour ces vieux jours. Les organisations religieuses ont maillé le territoire européen d'hospices et d'hôpitaux avec l'aide des nobles et des propriétaires terriens. Les artisans nourrissaient et logeaient leurs serviteurs, les vieux travailleurs et leurs ouvriers. L'État monarchique a créé sous Saint-Louis, au XIIIe siècle, Saint-Louis qui a régné plus de 40 ans, 43 ans, et qui a créé l'hôpital des 15-20, et sous Louis XIV, évidemment, la création des Invalides, avec l'hôpital des Invalides de guerre, qui a montré la volonté de construire des infrastructures en lien avec la protection sociale dans la santé dans ce cas-là. Bon, jusqu'à la Révolution française, la gestion du risque social était quand même relativement aléatoire et de faible qualité. Il faut bien comprendre qu'il y a toujours des principes sous-jacents à un système de protection sociale. On peut dire que le système de protection sociale était de nature charitable et d'assistance avant cette Révolution française, sauf dans les corporations qui existaient et qui vont disparaître à la Révolution française, où la notion de solidarité apparaissait. Si on regarde au-delà de la France à cette époque pré-révolutionnaire, il y avait des réponses, un début de réponse cohérente qui avait été mis en place en Angleterre, par exemple, avec le Poor Law Act en 1601, et qui était en vigueur jusqu'en 1834, et qui attribuait aux pauvres une certaine protection. Cette loi de 1601 confère un droit à l'assistance à tous les membres d'une paroisse. La paroisse a l'obligation d'assister en argent si c'est un enfant ou un invalide, et en travail si c'est un indigent valide. Ce droit est confié aux notables et à l'Église, et ces lois donc ont permis d'entretenir les pauvres et d'intégrer les déviants dans le monde du travail. Sachant que la mendicité était réprimée, le refus d'exécuter le travail relevait de la prison. Bon. Ces lois d'assistance des pauvres ont d'ailleurs été très controversées, comme à peu près toutes les lois en lien avec la protection sociale, qui ont toutes donné lieu à de âpres combats au sein des différentes institutions où elles étaient décidées, notamment à l'Assemblée nationale en France, on y reviendra. Mais en tout cas, en Angleterre, ces lois ont été vues aussi bien par les marxistes que par les libéraux comme étant plutôt ayant plus de risques de déviance, plus de danger que d'avantages. Marx qualifiait ces lois de sanguinaires, dotées d'un caractère répressif, car elles forçaient les pauvres à travailler pour la bourgeoisie et dégradaient les conditions de travail. Alors que les libéraux du 19e, Adam Smith, Ricardo ou Malthus et d'autres, leur reprochaient de multiplier le nombre de pauvres en favorisant une natalité excessive, en provoquant la baisse des salaires et du chômage, en provoquant la baisse des salaires et en entraînant du chômage. Les libéraux s'opposaient à toute aide systématique destinée à prendre en charge les risques sociaux. Donc là, on voit les clivages idéologiques qui déjà étaient largement installés avant le XVIIIe siècle. Alors, la Révolution française, on rentre dans une deuxième ère, dans une deuxième phase de l'histoire de la protection sociale, institue un principe de protection sociale publique. Cette révolution, preuve de sa conception individualiste, condamnera les associations ouvrières, toutes ces corporations qui avaient été créées avant, et notamment avec la loi de Le Chapelier
de 1791, on a là une interdiction de formation de tout groupement professionnel, de toute corporation, afin de protéger la liberté d'entreprendre. Cette loi interdit donc le fait de pouvoir créer un syndicat, interdit le droit de grève et ne reconnaît pas les sociétés de secours mutuelles, ces futures mutuelles que l'on connaît aujourd'hui, considérant que c'est au pouvoir public de gérer ces risques sociaux en les qualifiant de dettes sacrées. Donc on a quelque part un peu voulu étatiser cette protection sociale en considérant que tout individu naissant a une dette sacrée envers l'État, et donc c'est à l'État de s'assurer qu'il y ait bien un système de solidarité entre les individus, ce système de protection des individus, et non pas à la société, aux corporations ou aux syndicats de le faire. Donc, elle interdit de fait de pouvoir créer des syndicats. Le principe de solidarité sociale est créé est inséré dans la Déclaration des droits de l'homme de 1793, mais ce principe de solidarité sociale ne sera appliqué qu'un siècle plus tard, notamment en Allemagne, avec le premier chancelier Otto von Bismarck dans les années 1880. En France, là aussi, les libéraux vont opposer une forte résistance et ne vont pas admettre que des mesures restreintes de bienfaisance publique. Donc, la France a connu une phase d'assistance publique et de libre prévoyance, quasiment tout le 19e siècle, des années 1830 à 1905, donc en pleine période d'industrialisation de notre pays. Les sociétés de secours mutuels qui ont succédé aux corporations et qui vont être finies par être reconnues et à remplacer les corporations sont fondées sur la prévoyance collective volontaire et sont limitées à quelques activités, à quelques entreprises. Donc ça, c'est important de rappeler que le principe mutualiste, encore une fois, qui a une longue histoire, mais est fondé sur la prévoyance collective et volontaire. Alors, ces sociétés de secours mutuels vont structurer la protection sociale au cours du 19e siècle. Il faut savoir que ces sociétés de secours mutuels sont des créations ouvrières à la base. Face à la prise de conscience des risques, que ce soit les risques maladie, des risques d'accident du travail et les risques vieillesse, les sociétés de secours mutuels vont donc émerger pour faire face à ces risques. À la veille de la révolution de 1830, de juillet 1830, ces sociétés vont se multiplier et constituer un point d'appui pour les actions de grève et de solidarité. Elles accompagnent le développement de la classe ouvrière et permettent d'échapper à l'aliénation de la charité pratiquée par l'Église et la bourgeoisie. Les progrès de la conscience sociale vont inciter au passage de la solidarité à la résistance et à la lutte. La mutualité habitue les ouvriers à parler de leur intérêt commun et à résister aux empiétements du capital. Cette résistance va ensuite s'organiser en chambres syndicales, en fédéralisme professionnel et interprofessionnel, puis en confédéralisme national et international. Donc on voit là qu'on a l'émergence à partir d'une structuration de la protection sociale, l'émergence de toute une organisation ouvrière, une organisation, une pré-création, un peu ce qui ouvrira à la fin du 19e siècle à l'ère de la création des syndicats avec la loi de Waldeck-Rousseau. Mais on a au cours de ce 19e siècle, notamment grâce à ces sociétés de secours mutuels, la structuration d'une organisation ouvrière et puis de chambres syndicales et de fédérations professionnelles. On rentre là ensuite dans une troisième phase de la protection sociale avec le parcours tumultueux d'un début de législation sociale. Et ça, c'est la fin du 19e siècle. Je rappelle que, et début du 20e siècle, troisième phase, donc fin 19e, début du 20e, jusqu'à 1945, la création de la sécurité sociale.
on va être là dans un début de législation sociale. Les partisans du radicalisme républicain vont tenter de trouver une troisième voie entre le collectivisme et le libéralisme. C'est le solidarisme de bourgeois et de bien d'autres penseurs, qui est cette troisième voie entre le collectivisme et le libéralisme. C'est le début de l'ère du social, la justification de l'intervention de l'État du fait que la division du travail accroît la dépendance de chacun envers tous. Ce sera la reconnaissance de l'assurance comme technique de réparation des risques et des moyens de solidarité. On est à la fin du 19e siècle. Alors, on a une première loi le 8 avril 1898 qui va assurer la protection des salariés de l'industrie contre les accidents du travail. Elle est considérée comme notamment la première grande loi de protection sociale en France, et donc dédiée à protéger les ouvriers des accidents de travail. Donc, elle oblige les employeurs à prendre en charge le risque lié aux accidents de travail en s'assurant. Le salarié bénéficie d'une protection et les dommages sont payés directement par l'employeur ou par des caisses. Ainsi, elle reconnaît la responsabilité sans faute de l'employeur qui peut s'assurer pour y faire face. Responsabilité sans faute et qui est gérée par un système assurantiel. Donc, les mutuelles, basées sur, encore une fois, le volontariat et l'aide sociale, concernent une proportion qui va être encore réduite de la population, et ce qui va entraîner au début du XXe siècle des tentatives d'assurance obligatoire pour certains risques. Là, on entre véritablement de plein pied dans l'ère de l'assurance sociale, donc début du XXe siècle. La législation sur la protection sociale va être un long parcours chaotique à partir de la proposition de loi, notamment de Martin Nadeau en 1880 sur les accidents du travail, qui donc sera votée en 1898, et avec des débats parlementaires dans cette Troisième République, qui est une république parlementaire, avec des débats d'une extrême intensité. En matière d'assurance vieillesse, on va avoir un certain nombre de lois, dont la plus connue est la loi du 5 avril 1910, la fameuse ROP, qui est la retraite des ouvriers et des paysans, qui est intéressante parce qu'elle a été, c'est un système de retraite qui a été pensé par capitalisation au début, et dont l'application va être limitée et qui va complètement tomber en désuétude avec la grande crise de 1929, la grande crise économique de 1929. Il y a, alors là aussi, sans refaire toute l'histoire, mais évidemment après la Première Guerre mondiale est restituée l'Alsace et la Lorraine, qui avait un système de protection sociale, d'assurance sociale, de sécurité sociale mis en place par Bismarck dans les années 1880, principalement pour favoriser l'unification de l'Allemagne entre la Prusse et les autres États allemands. Donc, cette sécurité sociale a servi d'unification de la société. Donc, ça a été un des premiers pays à mettre en place, et notamment la Nouvelle-Zélande aussi, avait institué ce système de sécurité sociale. Mais l'Allemagne est le pays comparable à la France, premier pays dans lequel on a vu cette sécurité sociale instituée. Donc, après la restitution d'Alsace-Lorraine, il y a eu véritablement en France une prise de conscience qu'il fallait aller beaucoup plus loin dans ces lois en lien avec l'assurance sociale. C'est ce qui va être fait dans les années 1920 avec les lois du 5 avril 1928 et du 30 avril 1930 qui mettent en place une assurance pour les risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse et décès pour les salariés titulaires d'un contrat de travail, avec aussi un régime spécial pour les agriculteurs. Il y a d'autres lois avec les régimes spéciaux qui vont faire qu'on aura un certain nombre de régimes spéciaux avant l'institution de la sécurité sociale, et comme on le sait, qui vont perdurer et qui vont résister à la volonté d'universaliser
l'assurance sociale via la sécurité sociale en 1945, on y reviendra. Il y a une loi, la loi du 11 mars 1932, qui prévoit des allocations couvrant les charges familiales financées par des versements patronaux. Donc, cette Troisième République va être marquée par véritablement le début de la structuration de lois d'assurance sociale qui vont avoir un impact relativement limité, mais enfin qui préparent les esprits à la sécurité sociale. À la veille de la Deuxième Guerre mondiale, la France a instauré des textes d'un système de protection sociale complet, mais trop fragile pour une application large. Rappelons qu'aux États-Unis, le président Franklin Roosevelt fait voter le 14 août 1935 le Social Security Act, qui est la première reconnaissance juridique du terme de sécurité sociale. Donc, de 1920 à 1940, les résultats obtenus par une minorité de travailleurs vont se diffuser à un cercle plus large de salariés, voire à la population. La crise économique des années 30 met l'accent sur le risque de chômage. Les théories keynésiennes justifient les interventions de l'État et la distribution des revenus de remplacement. Les assurances sociales créées à cette époque deviennent obligatoires. En moyenne, un salarié sur deux en Europe dispose d'une assurance vieillesse et chômage en 1940. À la Libération en France, les assurances sociales avaient 7 millions de cotisants et un effectif de bénéficiaires 2 fois supérieur si on intègre les ayants droit et les jeunes. Le financement est assuré par une cotisation qui était de 8%, retenue à la source, 4% pour les salariés, 4% pour les employeurs. Les retraites étaient basées sur la capitalisation, c'était des systèmes par capitalisation, ce qui présente l'inconvénient de reporter à un terme lointain la liquidation des pensions à taux plein vers les années 60. On passera à un système par répartition en 1941, mais on voit que jusqu'à 1941, donc on était sur des systèmes par capitalisation. Parallèlement aux assurances sociales, le patronat va mettre en place les allocations familiales au bénéfice des salariés en charge d'une famille. Les accidents du travail sont considérés comme un risque industriel et depuis donc, la loi de 1898, les employeurs doivent assumer ce risque et donc assurer ce risque et payer une réparation forfaitaire. Donc, ils s'assurent auprès de compagnies d'assurance qui vont prospérer grâce à la reconnaissance de ce risque et à ces lois d'assurance pour se protéger du risque. Cependant, les tracasseries administratives et les difficultés pour avoir une reconnaissance de ces accidents entraînent un fort mécontentement des personnes victimes de ces accidents du travail. À la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, le système de protection sociale peut donc être considéré comme être incomplet, sans couverture du chômage et présentant de nombreuses lacunes avec des prestations, notamment des prestations santé très insuffisantes et un niveau faible des retraites. Donc on arrive à ce tournant de 1945 avec le programme des jours heureux du Conseil national de la résistance qui a préparé ce système de sécurité sociale. C'est le grand tournant de 1945, la création de la sécurité sociale à travers les ordonnances du 4 et du 19 octobre, qui sont considérés comme les actes fondateurs de notre sécurité sociale. Alors, il faut voir que ces fondateurs, Parodi, Larocque et d'autres, évidemment monté à Jean Moulin, qui a été à l'initiative de ce Conseil national de la résistance, évidemment le général de Gaulle qui un peu sera l'homme politique au cœur de cette création. Quels étaient les objectifs? On peut considérer qu'il y avait 3 objectifs. Le premier, c'était de créer l'unité des institutions et l'universalité des risques. Donc, un régime unique pour l'ensemble des risques sociaux avec des caisses à compétences générales. Premier objectif. Le deuxième objectif, la généralisation progressive à l'ensemble de la population et le financement par une double cotisation.
Le troisième objectif, c'est de renforcer la démocratie. C'est une notion extrêmement importante et souvent peu connue. C'est qu'on n'a pas créé simplement un système de gestion de risque par l'assurance, mais on a créé un système de gestion de risque par la responsabilisation des assurés, par leur implication dans la gestion de ce risque et le financement de ce risque, sous la forme d'une démocratie sociale et sanitaire. Donc avec des organismes de droit privé qui ont une autonomie de gestion et qui sont gérés par des conseils d'administration composés de représentants de salariés et d'employeurs. Cette fameuse gestion paritaire des caisses de la sécurité sociale, ce système a vocation à créer ce que Larocque appelait l'éducation à la solidarité et donc à faire vivre la démocratie au cœur de cette gestion de la sécurité sociale. Alors, le premier objectif d'unité des institutions et d'universalité des risques avec des caisses à compétence générale n'a jamais été atteint, alors que les deux autres seront réalisés progressivement dans le temps, que ce soit donc la généralisation progressive à l'ensemble de la population et la création de cette démocratie, faire vivre cette démocratie, même si on sait qu'aujourd'hui, cette démocratie sociale et sanitaire, on y reviendra dans la dernière partie, est véritablement dans un état très affaibli. Alors, il y avait une double inspiration étrangère derrière la sécurité sociale. Elle était d'une inspiration double, bismarckienne et beveridgienne. Donc, Bismarck, je rappelle, a été l'instigateur dans son pays de la sécurité sociale dans les années 80-89, avec la création d'un premier système complet d'assurance sociale. Ce système prévoyait la création des caisses d'assurance sociale dont le fonctionnement est géré par les partenaires sociaux et non pas par l'État. L'assurance, ainsi l'assurance accident du travail est contrôlée par les entreprises et l'assurance maladie par les ouvriers. En 1889, il crée la caisse d'assurance invalidité et retraite. Alors, comme en France, ça a été l'objet de grandes batailles au Parlement. C'est ce que cette gestion par les partenaires sociaux et non pas par l'État était voulue par Bismarck, mais ce dernier a dû céder face à l'opposition du Parlement et des partis politiques, donc n'a pas pu complètement réaliser ce souhait. Donc la deuxième inspiration, c'est l'économiste et l'homme politique anglais, William Henry Beveridge, qui a vécu de 1879 à 1963 et qui a été l'instigateur du welfare state, cet État-providence, qui inspirera aussi les fondateurs de la sécurité sociale, dont Larocque. Beveridge préconise que chaque citoyen en âge de travailler paie des charges sociales en échange de quoi il reçoit des prestations en cas de maladie, de chômage et de retraite, et ce afin de garantir à chacun un niveau de vie minimum en dessous duquel personne ne devrait tomber. Son deuxième rapport, en 1944, insistera sur le fait que la mise en place d'un système efficace de protection sociale nécessite le plein emploi. Voilà cette double inspiration. Donc, l'ordonnance du 4 octobre 1945, instituant la sécurité sociale, donc créer un régime général destiné à rassembler l'ensemble des actifs, aussi bien les salariés du secteur privé et public, les exploitants agricoles, les travailleurs indépendants. Elle permet aussi la subsistance de régimes préexistants particuliers de sécurité sociale. Le réseau coordonné de caisses établi par cette ordonnance se substitue à de multiples organismes et ne fonde pas l'unité administrative. L'ordonnance du 19 octobre concerne, elle, les risques maladie, invalidité, maternité, vieillesse et décès. Puis viendra la loi du 22 mai 1946 qui généralise la sécurité sociale à toute la population, à l'exception des travailleurs non salariés, non agricoles, qui s'y opposent. Le volet de cette loi sur le régime unique de sécurité sociale ne sera jamais appliqué. Donc, on n'arrivera jamais à ce premier grand objectif de l'unité des institutions et des caisses. Puis une autre loi de 1946, du 22 août, va étendre les allocations familiales à presque toute la population, et celle du 30 octobre 1946 intègre la réparation des accidents du travail à la sécurité sociale, qui est aujourd'hui une des 5 branches de la sécurité sociale. Même que le système assurantiel créé par Bismarck dans les années 1880
avait résulté d'une lutte politique acharnée entre le chancelier, le Parlement et les partis politiques, la sécurité sociale française résulte au moins autant d'un dosage politique entre les forces en présence dans le Conseil national de la résistance, communiste et gaulliste, et des corporations de l'époque. C'est cette vision, cette recherche d'équilibre entre les forces en présence qui a conduit à ce que l'on connaît maintenant plus qu'une vision politique en matière sociale. Elle n'en a pas moins été une étape clé dans l'histoire sociale de notre pays. Le préambule de la Constitution de la 4e République, donc du 27 octobre 1946, après notamment la démission de Gaulle, reconnaît le droit de tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Donc on est sur une phase, sur la première étape de sécurité sociale. On verra qu'il faut construire une deuxième phase, une deuxième étape. Et là, on est vraiment sur le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Donc sur une sécurité sociale qui est relativement passive, qui correspond à un droit d'obtenir des moyens convenables d'existence. La loi du 21 janvier 1961 et du 12 juillet 1966 met en place respectivement le régime autonome d'assurance maladie, maternité, invalidité obligatoire des exploitants agricoles et pour les non-salariés non agricoles, pour les professions indépendantes. Puis viennent les ordonnances Jeanneney de 1967 qui assurent la séparation financière des risques entre 3 branches distinctes, santé, vieillesse, famille, grâce à la création de 3 caisses nationales, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, qui existe toujours, la CNAMS, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui existe toujours, la CNAV aujourd'hui, qui était la CNAV-TS avant, et la Caisse nationale des allocations familiales, qui est la CAF. La gestion de la trésorerie des 3 branches est confiée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, l'ACOS, qui existe toujours. Donc, cette loi de 67 a structuré l'organisation des caisses. La loi du 4 juillet 1975 généralise à toute la population active l'assurance vieillesse obligatoire. Puis viendra la loi du 29 décembre 1990 qui crée la contribution sociale généralisée dont le prélèvement est assis sur tous les revenus du capital et du travail. Et donc qui prend en compte, c'est institué par Rocard, qui prend en compte en fait ce début de vieillissement de la population, cette accélération plus exactement du vieillissement de la population qui nécessite d'élargir la base de financement aux non-actifs, notamment aux détenteurs du capital, à travers cette contribution sociale généralisée qui va devenir aujourd'hui la première source de financement, par exemple, du système de santé. L'ordonnance du 24 janvier 1996, dite ordonnance Juppé, va créer la contribution au remboursement de la dette sociale, dont le produit est destiné à la caisse d'amortissement de la dette sociale, qui gère la gestion des déficits des régimes de sécurité sociale. La loi du 22 février 1996 réforme la Constitution de la Ve République et met à jour une nouvelle catégorie de loi, celle du financement de la sécurité sociale, la loi de financement de sécurité sociale, afin d'associer la représentation nationale à la détermination de l'équilibre financier de la sécurité sociale, que l'on connaît toujours aujourd'hui. La loi organique du 22 juillet 1996 en précisera le contenu, prévision des recettes, des objectifs de dépenses par branche et de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, l'ONDAM, qui existe toujours. Mis en place de la carte vitale, 1997. Donc on voit qu'on est toujours aujourd'hui depuis 25 ans, sur cette étape législative avec la création de la loi de financement de sécurité sociale, de l'ONDAM et de la carte vitale. La loi du 28 juillet 1999
insère la fameuse CMU par Martine Aubry, qui va quelque part achever l'universalisation de la couverture d'assurance maladie et qui permet donc la protection sur le seul critère de la résidence et la couverture complémentaire pour les plus démunis. Donc là, ça aboutit le travail d'universalisation en santé. Outre sa vocation sociale, cette loi marque un aboutissement du projet de 1945 donc en matière d'universalisation des prestations de sécurité sociale. On est dans ces années 2020, à la fin de cette phase donc démarrée en 1945, donc on rentre quelque part dans la 5e phase, selon moi, de la protection sociale en France, du fait de ce qu'on a beaucoup appelé, notamment dans les années 2017, ce nouveau monde, cette transformation de l'environnement de la protection sociale, qui, avec l'apparition de nouveaux risques liés évidemment au vieillissement de la population et à de nouveaux risques sociaux. On voit bien qu'il y a un certain nombre de risques sociaux, aussi bien chez les jeunes adultes que chez les seniors, mais en particulier chez les jeunes adultes qui ne sont pas réglés par le système de protection sociale tel qu'il est. Donc, alors que la question d'adaptation de notre modèle social à ce nouveau monde a été au cœur d'un débat politique, notamment lors de la présidentielle 2017, on voit que, et ce débat est d'ailleurs assez étrangement absent des débats politiques actuels de 2022, où, en dehors d'une réforme paramétrique, d'ailleurs assez opposée entre les candidats, n'a pas fait l'objet d'un débat de fond sur la transformation systémique à la fois du système des retraites et du système de santé. Pourtant, les 2 ans de crise sanitaire ont été un révélateur de l'inadaptation de notre système de santé aux nouveaux risques, et la réforme systémique des retraites reste à faire et le risque de dépendance est toujours en attente des solutions efficaces. Il faut rappeler que la France reste un des seuls grands pays développés à ne pas avoir restructuré les fondamentaux de son modèle social depuis la Deuxième Guerre mondiale. La Grande-Bretagne et les États-Unis l'ont fait dans les années 80, les pays scandinaves au début des années 90, le Canada dans les années 95, l'Allemagne dans les années 2000, et enfin l'Espagne et l'Italie dans les années 2010. Le résultat est que malgré le plus haut niveau de dépenses sociales publiques au monde, 31% du PIB en France en 2019 versus 20% dans l'OCDE, 26% du PIB en Allemagne, 19% au Royaume-Uni, le modèle social français est loin de produire le record mondial de bien-être social. On est dans une société de défiance, malgré le plus haut niveau de dépenses en matière sociale. Ce système est de moins en moins performant dans les risques historiques comme la santé et n'intègre pas de nouveaux risques comme la précarisation des jeunes adultes et la dépendance du grand âge. Après la tentative de réforme systémique des retraites de 2017-2018, on perçoit bien qu'il faut donner du sens et disposer d'une vision globale forte sur la refondation d'un système social et non pas faire primer les aspects techniques des solutions. C'est probablement la raison principale de l'échec de la tentative de 2017-2018 de la réforme de la mise en place d'un système universel de retraite à points, c'est l'absence de sens qui a été donnée où on a fait primer des aspects techniques des solutions. Donc, il faut, et c'est ce qu'on va essayer de faire dans cette dernière partie, donner du sens. D'abord, expliquer ce que sont ces nouveaux risques. La transformation de l'environnement social, il est marqué par une triple transition en cours depuis le début du nouveau millénaire et qui va s'achever dans les années 2030-2040. C'est une transition démographique, une transition sociale entre des risques sociaux courts et des risques sociaux longs, et une transition technologique avec l'hyper-révolution technologique. Alors, le vieillissement de la population, il est connu, la population française vieillit depuis 200 ans, mais elle vieillit avec une intensité historique de 2010 à 2040, 2050.
Et ce vieillissement de la population qui est connu est largement sous-évalué. Je reprends une phrase du célèbre démographe Albert Sauvy, qui était aussi économiste et sociologue: si fondamentaux sont les problèmes de population, qu'ils prennent de terribles revanches sur ceux qui les ignorent. Cela fait 30 ans que nous connaissons avec précision l'impact démographique du vieillissement sur nos systèmes sociaux d'aujourd'hui et sur ceux des 30 prochaines années. Et si les pouvoirs publics ne sont pas restés inactifs pour ajuster nos systèmes de retraite et de santé, les réformes paramétriques ont avant tout reporté l'ajustement structurel à plus tard. Toutes les générations actuelles risquent de le payer au plus fort, y compris les baby-boomers, notamment avec le risque dépendance. On voit la catastrophe des EHPAD qui, quand même, montre bien que ce risque-là n'avait pas été anticipé. Souvent considérés comme les privilégiés de notre modèle social, ces baby-boomers pâtiront, et qui sont maintenant les papy-boomers, pâtiront de notre retard dans la gestion du risque de dépendance en déshérence. La crise des EHPAD en est que la face émergée. La première conséquence de cette évolution est la pression à la hausse des dépenses sociales publiques, qui n'était que de 7,8% du PIB dans l'OCDE en 1960, c'était 12% en France, et la quasi-totalité de la croissance des dépenses de protection sociale s'est concentrée sur la santé et les retraites. Je rappelle qu'en 1960, les risques vieillesse, survie et santé mobilisés en France, respectivement 5,5 et 3,6 des ressources nationales, donc 9,1% au total, contre 23% au total aujourd'hui, soit 14,3% pour la retraite et 9% pour la santé aujourd'hui. Donc on voit qu'en un demi-siècle, ça a été multiplié par 3 aussi bien pour la retraite que pour la santé. Alors la deuxième transition, c'est l'allongement des risques sociaux qui change la stratégie de gestion des risques. Alors que le XXe siècle était marqué par des risques sociaux de courte durée, que ce soit la retraite, le chômage ou du moins pour le chômage jusque dans les années 70-80, que pour la santé, on était sur des risques courts. Tous ces risques n'ont cessé de s'allonger dans les dernières années. De 7 ans en 1950, la durée moyenne de la retraite en France est aujourd'hui de 25 ans, même 28 ans pour les femmes et 23,4 ans pour les hommes. 80% des décès font suite à des pathologies chroniques en 2020, donc des pathologies avec lesquelles les individus vont vivre pendant des années et dont l'objectif de soins est un objectif, mais l'objectif de bien vivre, de qualité de vie, en est un autre tout aussi important. Ce changement de durée du risque change la logique des systèmes sociaux. D'une protection sociale passive, massifiée et sans distinction des capacités individuelles, on doit évoluer vers une logique active, individualisée et qui prend en compte les capacités individuelles des personnes. Donc on voit que cette sécurité sociale instituée sur une approche assez passive de donner les moyens convenables d'existence aux individus ne suffit plus dans ce nouveau monde. Le pilotage de nos systèmes sociaux actuels se font à partir de l'offre. L'assuré perçoit passivement une prestation. Il n'est pas inclus dans la gestion du risque social. Or, le pilotage des futurs systèmes sociaux, des systèmes sociaux à mettre en place dès maintenant, le plus tôt possible, devra se faire à partir de la demande, où l'assuré participe activement au choix de sa prestation. Pour cela, il faut mettre en place des systèmes universels lisibles pour les citoyens dans leur fonctionnement et suffisamment flexibles pour répondre à leurs préférences individuelles. Ainsi que le système universel de retraite à points, qui simplifie le pilotage des pensions, avait été proposé. Il permet de passer d'une retraite subie à une retraite choisie. Mais comme je l'ai dit précédemment, le problème, c'est qu'on n'a pas donné de sens à cette réforme qui pourtant devait voir le jour pour le bien commun. Alors, dans cet esprit, une petite parenthèse sur l'âge légal de retraite. Imposer un âge légal de retraite n'est pas véritablement conforme à cette société d'individus que l'on veut, entre lesquels nous voulons créer une solidarité forte et dans laquelle nous vivons. La compétition sur ce sujet des candidats qu'on a pu voir à la présidentielle 2022 pour soit l'avancer ou le retarder le plus possible selon les lignes politiques
démontre une certaine forme d'archaïsme de la pensée sur notre modèle social. Le futur système devrait laisser le libre choix aux individus de partir à la retraite selon leur choix, sachant que la valorisation des pensions à tout âge de départ peut être facilement connue à l'avance avec le principe de l'âge pivot afin de garantir l'équilibre économique général du système. On se trompe d'objectif en faisant de l'âge légal de la retraite un objectif. C'est au mieux un outil, mais aujourd'hui un outil qui n'est plus approprié. L'objectif, c'est de maximiser le bien-être des individus et d'avoir un système qui réponde aux aspirations individuelles. Nous n'avons pas tous les mêmes aspirations individuelles pour notre retraite, que ce soit dans ce que l'on en fait, que le niveau de vie que l'on souhaite avoir. Cet arbitrage entre un niveau de vie élevé ou une retraite longue, etc., etc. Donc, le nouveau modèle social doit laisser ces aspirations individuelles s'exprimer. Un autre objectif, c'est l'équilibre financier des systèmes, qui donc fait en sorte que tout le monde ne peut pas avoir je dirais, le beurre et l'argent du beurre, partir tôt avec des retraites très élevées, sauf exception de carrière longue, puisque cet âge pivot permet de prendre en considération les carrières. Dernière transition, c'est la transition technologique. La santé et le travail sont probablement les deux secteurs les plus influencés par cette transition technologique. La santé est à la confluence de plusieurs révolutions concernant le numérique, les biotechnologies, les sciences cognitives et les nanotechnologies. Même si la technologie reste un moyen, un outil et non une fin, elle est un levier crucial dans le succès de la transformation du système. Alors, pour finir, j'évoquerai 4 piliers pour construire le modèle social du XXIe siècle. Comme après la Deuxième Guerre mondiale, la France doit repenser ses institutions politiques et sociales sur la base de grands principes. Nous en proposons 4 pour bâtir les fondations du modèle social du XXIe siècle. Le premier, c'est protégé par l'universalité et la solidarité. Le deuxième, c'est protégé par l'autonomie et la liberté des personnes. Le troisième, c'est de protéger par la démocratie sociale et sanitaire. Et le quatrième, c'est de protéger par l'équité intergénérationnelle. Alors, comme après la Deuxième Guerre mondiale, la France doit repenser. Premier principe, excusez-moi, c'est de protéger par l'universalité et la solidarité. Le nouveau modèle social considère acquis le transfert des droits sociaux du statut professionnel vers la personne en tant que personne. Donc, c'est cette logique universaliste qui implique la transparence du modèle social. Et cette logique est plus efficace dans la réduction des inégalités et elle renforce la confiance des citoyens dans le système. L'égalité des droits ne signifie pas l'uniformité des droits. Cette égalité se gère dans la diversité pour cibler en priorité les personnes qui en ont le plus besoin. Notre État-providence actuel vise avant tout à garantir un niveau de vie minimum pour assurer la croissance de la consommation et non l'intégration des personnes en difficulté. On peut noter l'étonnante acceptabilité sociale de la précarisation d'une partie des jeunes adultes, dont 1,5 million des 15-29 ans sont sans emploi, sans formation, sans études. Donc, ces jeunes adultes sont devenus le maillon faible de la société. On peut aussi parler de la piètre prise en charge du grand âge dans notre pays, où véritablement ces jeunes adultes et ces seniors ces grands seniors sont véritablement pas traités de façon digne dans notre pays. La Constitution évoque le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence, reprenant les lois de sécurité sociale. Le nouveau modèle évolue vers la notion d'obtenir de la collectivité pas simplement des moyens convenables d'existence, mais des capacités de réussir pleinement son développement personnel selon ses choix et ses aspirations à tous les âges de la vie. La nouvelle solidarité vise à socialiser la capacité d'autonomie de chacun dans la gestion des risques sociaux et de lui permettre de répondre au mieux à ses propres besoins, ce que j'ai développé dans mon dernier livre sur l'autonomie solidaire en santé. Vous avez là cette application de ce principe au système de santé après 3 ans de réflexion au sein de l'Institut Santé. C'est un collectif qui a permis l'éclosion de ce nouveau système de santé.
Le nouveau système de retraite conduira à une retraite choisie et non subie. Le nouveau système de santé garantira un accès à la santé globale et pas simplement aux soins. Donc ça, c'est protégé par l'universalité et la solidarité. Deuxième protection, par l'autonomie et la liberté des personnes. La meilleure sécurité sociale est celle qui maximise les chances pour une personne de construire son avenir, d'exploiter pleinement ses capacités de développement de soi. C'est la notion de capacité de l'économiste saine qui lie la liberté concrète à l'aptitude d'une personne à effectuer l'activité qu'elle valorise le plus. Le succès humain n'est pas réduit aux moyens d'existence, mais il est étendu à son autonomie et à sa liberté d'agir et de s'accomplir. C'est une protection sociale donc active qui consiste à un investissement social pour un retour sur le long terme d'une personne devenue plus capable dans la gestion de ses risques sociaux. Cette autonomie n'est en rien un repli sur soi, un concept purement libéral, mais c'est un respect pour l'humanité, comme le disait Rousseau. Donc c'est vraiment un principe qui est véritablement en prix d'humanisme et de solidarité. Le principe de dignité est au cœur de cette nouvelle étape de la protection sociale. Troisième protection indispensable, c'est de créer cette démocratie sociale et sanitaire. Le nouveau modèle social renforce l'œuvre pionnière de construction d'une démocratie sociale initiée en 1945 à travers une délégation de gestion aux assurés eux-mêmes. L'assuré est actif dans la gestion du risque, mais aussi dans la gouvernance du système. La protection sociale est l'expression d'une citoyenneté active, chère à Hannah Arendt. La vraie sécurité est celle qui rend l'individu acteur de sa protection sociale et non simplement récepteur de prestations sociales. Le projet de grande sécu qui avait été introduit dans le débat politique l'année dernière, en 2021, doit d'abord être une ambition de bâtir une grande démocratie sociale et sanitaire. Avant d'être une assurance, la sécurité sociale est une institution démocratique et cette démocratie est un instrument puissant de reconquête de la confiance des citoyens dans le modèle social en général et dans le système de santé en particulier. Si on veut un système responsable de protection sociale, il faut construire cette responsabilisation du citoyen qui ne doit pas être une injonction. La responsabilité, ça se construit d'abord par l'éducation. Il faut donner la connaissance, le socle de connaissances qui permet aux individus d'être actifs. Donc, parce que c'est par la connaissance et d'être impliqué. C'est notamment le cas en santé pour le faire. Au-delà de l'éducation, il faut faire participer les citoyens aux décisions du système de protection sociale si on veut les responsabiliser. Et il faut aussi avoir une transparence sur ces systèmes de sécurité sociale pour que les citoyens soient pleinement acteurs. Dernière protection, quatrième pilier du nouveau système de protection sociale, c'est protégé par l'équité intergénérationnelle. Le pacte social de 1945 a été conçu pour protéger en priorité les personnes âgées et les familles nombreuses. Le vieillissement de la population a accentué ce tropisme originel du modèle vers les plus âgés. Les transferts nets de protection sociale de 1979 à 2011 ont été 10 fois plus importants pour un individu de plus de 60 ans que pour un jeune de moins de 25 ans. D'où cette précarité du jeune adulte, cette précarisation du jeune adulte. Ce rééquilibrage se fera grâce au nouveau paradigme stratégique d'une protection sociale active dès le début de la vie, en amont de l'expression du risque, qui conduira à un nouveau paradigme économique qui sera fondé sur l'investissement social dans le capital humain. Investissement social dans les compétences qui a été lancé en 2018 avec le programme d'investissement en compétences, le PIC, avec 15 milliards d'euros d'investis dans les compétences. Ça va dans le bon sens. Ça va dans le sens du nouveau modèle social dont je vous parle. Mais il faut faire la même chose dans la santé. Il faut un investissement social en santé important, ce que nous proposons dans l'autonomie solidaire en santé. L'investissement dès la petite enfance optimisera le développement psychique et social et se poursuivra à tous les âges de la vie sur des cibles clairement définies. Le meilleur état de santé général de la population et l'effet de compression de la morbidité contiendront les dépenses de soins, permettront une maîtrise de ces dépenses de soins. Donc, les économies sur le soin permettront de financer cet investissement social, mais il faut avoir une vision sur le long terme. Il faut ce que j'appelle surmonter
la tragédie des horizons, cette incapacité d'investir aujourd'hui pour des bénéfices de long terme. C'est le cas en matière de prévention. On investit aujourd'hui pour maîtriser, pour maîtriser les dépenses de santé en baissant la dépense de soins de demain. Sans quoi, on a aujourd'hui 2 tiers des dépenses d'assurance santé qui sont concentrées sur 13 millions de Français qui souffrent d'affections de longue durée. Ça sera 80% dans les 10 ans qui viennent. C'est déjà 90% aux États-Unis. Donc, on a un système qui, en fait, n'arrive plus, mais pourtant est concentré uniquement sur le financement, en tout cas dans la partie solidaire, sur le financement des affections de longue durée, ce qui affaiblit à la fois l'efficacité et la solidarité de la santé. Ces grands principes de protection sociale au XXIe siècle donnent un cadre pour réussir les transformations systémiques des principaux systèmes sociaux dans les années à venir. Ce sont ces grands principes qui sont à poser au cœur du débat politique pour trouver le plus large consensus possible. Une fois ce dernier acquis, il reste à trouver la bonne incarnation politique pour mener à bien ces réformes. Voilà, donc vous pouvez retrouver un petit peu toute cette réflexion à travers 2 livres, un qui s'appelle Pour un nouveau modèle social, avec protéger, passer d'une protection des statuts à une protection de la personne, aux éditions Duno 2017, qui est sorti juste avant l'élection présidentielle de 2017, et livre qui est sorti fin 2021, L'autonomie solidaire en santé, aux éditions Michalon, qui est le résultat de 3 ans de travaux au sein de l'Institut Santé. Je vous remercie.